Je répète, oyez, oyez, il n'y a pas de crise sanitaire. Les preuves, elles sont là. C'est le professeur Éric Chabrière qui a posté ça sur son Twitter et ce sont les chiffres officiels de l'INSEE. Alors, depuis 1970, on a les 3 dernières années de janvier à septembre, c'est-à-dire on a toute la crise. On a d'abord ici la mortalité de la grippe de 2018, de 2019-2020, hein, une grosse partie, et surtout, on a toute la crise Covid-19. Okay, le Covid-19, il est là de mars à mai. Là, la plus grosse mortalité. Après, c'est très bas. Après, c'est 2-3 000. Mais la grosse masse, je rappelle que le pic, c'était la veille du 1er avril. Hein, du 31 mars, 1er avril, il y avait plus de 1500 morts. Donc, en 2017, chers amis, alors, je ne sais pas si vous voyez bien là tout ça. Je vais vérifier sur Internet. Vous voyez bien, hein, voilà, OK. Alors, septembre, le total des 9 mois, OK, on est le 20 octobre, donc de janvier au 30 septembre. Il y a eu 470 000 morts en 2017, 218 000 morts en 481 000 morts en 2018, 480 000 morts en 2019 et 481 000 morts en 2020. Il y a autant de morts à 300 décès près que 2018. Moins de 1000 décès, 1400 avec 2019. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de mortalité. Normalement, on devrait être là, on devrait être à 510 000 morts. Minimum. 30 000 cas supplémentaires. Et en fait, la réponse, alors vous allez me dire, oui, mais comment? Comment ça se fait? C'est très simple. Je vais vous donner la réponse, c'est cadeau. Ce qui se passe, c'est très simple. Ceux qui sont morts devaient mourir cette année. Voilà, c'est tout. Du coup, la mortalité ne change pas. Donc, on le sait, la moyenne d'âge, c'est 84 ans. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça. On n'a pas les chiffres d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne les donnent pas, les statistiques des décès. Ils ne les donnent pas. Ce sont des gens qui devaient mourir cette année. Et c'est pas fini, il reste encore 3 mois. C'est même pas sûr qu'on redescende encore, puisqu'il y a une grosse mortalité hivernale à cause de la grippe. Donc, on verra, on ne sait pas. On ne va pas faire de boule de cristal. Je ne m'appelle pas Catherine Hill. Hein, Catherine Hill, hein, il faut changer de métier, Catherine Hill. Donc, est-ce que vous voyez ce que je vois là? Je ne suis pas aveugle. Donc, ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Voilà, insee.fr/fr/information/bidule. Il y a toutes les statistiques, vous avez les chiffres. Il suffit de les vérifier. J'imagine qu'il est allé les récupérer, il a fait la capture écran et il a posté directement sur son Twitter le professeur Éric Chabrière. Où est la surmortalité? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Il n'y a pas de surmortalité, il n'y a pas de crise sanitaire. Il y a une mortalité normale d'une crise normale, par manque de moyens, par désorganisation, par chaos, par panique, surtout, et c'est tout. Saviez-vous qu'en Argentine, le Covid continue de croître malgré le plus long confinement du monde? C'est un confinement interminable depuis le 26 mars, quand l'Argentine rencontrait à peine quelques cas. Elle a décidé de confiner l'ensemble du pays. Beaucoup de scientifiques dans le monde se sont félicités de la décision de l'Argentine. Sauf que, regardez ce que cela a donné. On est toujours en confinement et ça c'est le nombre de morts qui continue de augmenter. Il y a eu un creux en octobre 06, on ne sait pas trop bien pourquoi, et ça remonte de plus belle. A l'inverse, ces mêmes scientifiques ont, depuis le départ, fustigé la décision de la Suède de ne jamais confiner. Alors voilà les cas en Suède. Vous voyez qu'il y a eu un grand pic en juin 2020 et qu'ensuite cela revient. Alors attention, c'est des cas, c'est pas des malades, puisque voilà le tableau des morts en Suède. Il n'y en a plus. Covid, la Suède, même pas peur. Celle-ci persiste dans sa stratégie et même assouplit les contraintes. Ni confinement, ni masque. Pourquoi la Suède fait-elle cavalier seule face à la pandémie? On résume les tableaux. Argentine, mort par million d'habitants 646, Suède 586. Nombre de personnes actuellement en réa en Argentine 5038. Nombre de personnes actuellement en réa pour cause du Covid
39. Et voilà les chiffres publiés par The Johns Hopkins University. Variation en pourcentage du nombre de décès quotidiens par Covid au cours des 2 dernières semaines. Italie plus 271%, Allemagne plus 190%, France plus 192%, Angleterre plus 177%, Suède moins 16%. Merci de votre écoute. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Sebag Robert, qui était hier ou avant-hier chez Éric Brunet sur LCI, et qui parle justement des conséquences néfastes et catastrophiques des confinements concernant les détresses psychologiques. C'est pas moi qui le dis, c'est voilà, tout le monde le dit, tout le monde le dit de plus en plus. C'est une étude qui est faite par celui qui regroupe un peu toutes les données qui viennent de France et qui regarde ce que fait le CDC, qui dans cette occasion est pas mauvais. C'est Jarlier à Paris qui regarde et qui dit, pour l'instant, la seule corrélation qu'on ait entre toutes les mesures sociales que l'on ait et la mortalité, c'est la précocité de la mise en place des tests. C'est la seule. Ni le confinement, ni... pour l'instant, il n'y a rien dont on puisse dire, quand on compare la mortalité pays par pays, que c'est corrélé avec une baisse de la mortalité par million d'habitants. On va partir à Marseille tout de suite en direct où nous attend le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Le confinement, si j'ai bien compris, vous n'y êtes pas favorable, en tout cas pas tout de suite. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je parle pas du tout au nom de la PHM, je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. J'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Donc non, je suis absolument opposé au reconfinement. Je pense que c'est une mesure qui est complètement irresponsable. C'est une mesure qui, en médecine, vous savez, on pèse la balance des bénéfices et des risques. Les bénéfices sur l'épidémie, ils sont extrêmement discutables et discutés. Les effets secondaires, les effets collatéraux, par contre, eux, on les a bien vus sur le premier confinement. Il ne faut pas confiner les Français. Mais par contre, il faut proposer des mesures alternatives. J'entendais les gens que vous interviewez qui ont peut-être quelques idées sur la question. Mais effectivement, on est en tension. Il y a une épidémie. Il se passe quelque chose. Il se passe pas rien. Et donc, il faut dire qu'il se passe quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut donner de l'argent à l'hôpital public. On a eu moins 69 000 lits en 15 ans sur les hôpitaux publics. Il faut donner de l'argent aux réanimations pour qu'on ait du matériel, des soignants et ce qu'il faut pour soigner correctement les gens. Puis ensuite, il faut remettre de l'intelligibilité sur cette épidémie. La réalité, c'est que ça touche, les formes graves touchent des gens qu'on connaît, on sait qui ça touche. Et donc, il faut faire des mesures ciblées sur ces gens-là et arrêter d'emmerder les Français. Vous êtes professeur de médecine à l'Université de Paris et j'aimerais avoir votre analyse sur le discours de mercredi soir du président Emmanuel Macron. Les mesures qui ont été présentées mercredi sont à mettre au regard de ce que l'OMS, par la voix de son envoyé spécial, David Nabarro, envoyé spécial pour le Covid, nous précise sur les risques. Donc, Monsieur Nabarro est envoyé spécial de l'OMS pour le Covid, en charge que du Covid. Absolument. Ouais. Et ce haut responsable de l'OMS a été président et conseiller du secrétaire général de l'ONU pour le développement durable. Ce que nous précise David Nabarro est que les dégâts collatéraux du confinement, des confinements partiels et de l'ensemble de ces mesures de restriction sont tels sur l'augmentation de la pauvreté, sur le doublement de la malnutrition dans le monde, qu'il ne le recommande plus actuellement à l'OMS. Donc vous êtes en train de nous dire que ça va totalement en contradiction avec ce qu'on peut appeler un confinement nocturne, partiel, nocturne, ce qui n'est pas sur toute la France, mais sur quelques régions et pendant certaines heures. Donc ça va à l'encontre de ce qu'a annoncé M. Macron ? Ce que l'on voit, c'est que nous n'avons aucune étude scientifique qui permette de soutenir l'efficacité du couvre-feu actuellement sur la Covid. Dans aucun pays du monde, aucun pays n'a étudié et montré l'efficacité de ces mesures. Mais ce qui a été fait en Guyane, ça a montré son efficacité ? L'efficacité de la Guyane est essentiellement liée à la vague sud-américaine qui s'est produite dans le même temps. Et l'on ne sait pas, parmi l'ensemble des mesures qui ont été prises, si le couvre-feu y est pour quelque chose, en plus ou en moins. Mais quand vous me parlez de l'OMS et de M. Nabarro, est-ce que c'est à destination des pays pauvres ou est-ce que c'est à destination de tous les pays ? C'est à destination de l'ensemble des pays qui ont montré à chaque fois, 6 mois après que le confinement a été utilisé dans l'ensemble des pays du monde, des dégâts économiques et sociaux qui forment actuellement la vraie deuxième vague en cours de se lever. On est en octobre, on est le 13 octobre 2020. Maintenant, on le sait. On sait que
le confinement, ça marche pas. Tout le monde le sait. Il y a eu des études, il y a eu des rapports en Angleterre, aux États-Unis, il y a eu des spécialistes, il y en a plein qui le disent. Maintenant, c'est l'OMS qui le dit. Andy Saint-André, qui a les derniers développements, Andy, l'OMS maintenant demande aux dirigeants d'éviter le confinement généralisé comme méthode principale pour lutter contre la COVID-19. Quel revirement, là, quand même. Oui, c'est ce qu'a mentionné et c'est ce qu'affirme le docteur Michel David Nabarro. Il est envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez, son rôle est en quelque sorte d'analyser la pandémie actuellement. Il a fait et a réalisé une entrevue avec le magazine britannique The Spectator. Dans cette entrevue, il est très clair, Michel, le docteur Nabarro. Ce qu'il dit, c'est, et vous l'avez souligné d'entrée de jeu, que les dirigeants devraient éviter le confinement généralisé là, comme méthode principale de lutte contre la COVID-19. Il dit que ça a des effets néfastes, notamment que ça rend les pauvres plus pauvres, que ça a donc des conséquences économiques assez importantes. Ça peut avoir des conséquences aussi au niveau du tourisme. Il a cité dans cette entrevue plusieurs exemples. Mais au-delà de tout ça, Michel, le docteur Nabarro dit oui, vous devriez y aller avec un confinement, mais seulement dans certains cas, pour réorganiser, pour rééquilibrer le tout, pour donner peut-être un peu de repos au personnel de la santé. Bref, je vous laisse tout de suite entendre un extrait de l'entrevue qu'il a accordée au magazine britannique, je le rappelle, The Spectator. But we had Professor Sunetra Gupta from Oxford University on, and she was implying, and I'm interested in you because you have a global mandate, a global view, was that a problem we don't think about in lockdowns is that they're very nationalistic. That if we lock down our economy, then it hits our economy. But it also means we are not buying stuff, we're not trading with weaker economies, we are not just destroying our own jobs, we're destroying the jobs of all those that in the poorer parts of the world that export to us. That seemed to me to be a reasonable point. Really important point by Professor Gupta. I want to say it again. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus. The only time we believe a lockdown is justified is to buy you time to reorganize, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted. But by and large, we'd rather not do it. Just look at what's happened to the tourism industry, for example, in the Caribbean or in the Pacific, because people aren't taking their holidays. Look what's happened to smallholder farmers all over the world because their markets have got dented. Look what's happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. We may well have at least a doubling of child malnutrition because children are not getting meals at school and their parents in poor families are not able to afford it. This is a terrible, ghastly global catastrophe, actually. And so we really do appeal to all world leaders. Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other. But remember, lockdowns just have one consequence that you must never, ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer. Si vous aimez ce travail, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et mettez un pouce vers le haut. Merci.